Salut à tous. Nous allons commencer notre première séance sur comment faire une simulation avec le logiciel de Rotorinsa. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel Rotorinsa est utilisé pour traiter les problèmes des vibrations des flexions. Et normalement, les logiciels fonctionnent sous forme de projets. Et donc, pour l'utiliser, il vous faut à chaque fois créer ce qu'on appelle des projets. Alors, sans plus tarder, je vais directement ouvrir le logiciel Rotorinsa. Si vous ouvrez le logiciel Autorinsa directement, vous tomberez sur cette interface où, dès par la vue, vous voyez très clairement que c'est comme si c'est pas encore activé. Alors, premièrement, comment est-ce que nous allons procéder pour utiliser le logiciel? Alors, étant donné que le logiciel simule les comportements dynamiques des machines tournantes, il vous faut premièrement choisir votre machine tournante, et modéliser, et après, vous venez en fait, vous allez faire ce qu'on appelle les designs et après les designs, vous allez faire la simulation du modèle. Bien sûr, en ce qui concerne la simulation, vous allez prendre en compte toute une panoplie de rubriques selon, bien sûr, l'étude menée. Alors, dans notre cas, nous allons faire ce qu'on appelle l'étude du comportement dynamique d'une pompe centrifuge, que, bon, en fait, une pompe centrifuge monocellulaire que nous allons modéliser comme étant un volant d'inertie, donc comme une poutre encastré à une extrémité et ayant un disque à l'autre extrémité. Et donc, le modèle, c'est comme un volant d'inertie. Bien sûr, on aura besoin des données des bases du modèle, c'est-à-dire, par exemple, la longueur de l'arbre, le diamètre, l'épaisseur du disque, le diamètre du disque et ainsi de suite. Donc, qu'on appelle couramment propriétés mécano-géométriques. Donc, on aura besoin des propriétés mécano-géométriques du modèle. Alors, sans plus tarder, je vais directement passer à l'utilisation du logiciel. Pour aujourd'hui, nous allons seulement faire ce qu'on appelle de l'analyse modale, c'est-à-dire nous allons déterminer les modes propres du système en utilisant le logiciel Rotorinsa. Et au fur et à mesure qu'on commencera à avancer, on commencera à ajouter d'autres rubriques quant au traitement de notre modèle. Alors, premièrement, il faut créer un nouveau fichier et vous cliquez sur l'onglet Fichier. Vous ouvrez Nouveau projet. Une fois que vous ouvrez le nouveau projet, vous aurez cette interface où l'on vous demande les noms du nouveau projet, étant donné qu'il n'y a pas des fichiers géométriques créés déjà et aussi un fichier donné créé déjà avant. Donc, on aura juste besoin de donner le nom du fichier. Vous cliquez sur les trois points qui sont à ma droite ou à votre droite, ça dépend. Et une fois que cela est fait, et voilà. Alors, le projet, je vais l'appeler pompe centrifuge pour faire simple. J'appelle le projet pompe centrifuge. J'ouvre les fichiers et directement, les logiciels enregistre mon nouveau projet qui s'appelle pompe centrifuge. Étant donné que, bon, on va faire ce qu'on appelle de l'analyse modale, je vais écrire comme titre de mon analyse modale. Et comme sous-titre, je vais appeler ça mode propre. Ça, on sait que, étant donné qu'on est en train de mener ce qu'on appelle une analyse modale, et donc, on aura pratiquement besoin des modes propres de notre système. Après, je clique sur OK pour valider mon modèle. Une fois que cela est fait, je vais dans préprocesseur
Alors, dans préprocesseur, vous y trouverez les paramètres généraux, les matériaux et toute une panoplie de rubriques qu'on passera en revue au fur et à mesure qu'on avancera avec cette formation. Premièrement, je vais aller dans l'onglet paramètres. On voit très clairement qu'ici, il y a la longueur, le module et toute une panoplie d'autres caractéristiques. Alors ici, quant à l'unité utilisée pour la longueur, moi je vais garder le mètre, ça dépend. Si chez vous, vous voulez utiliser par exemple les millimètres, vous n'avez qu'à cliquer sur millimètres. Mais chez moi, je vais utiliser les mètres. Le module, soit vous le gardez en Pascal ou en mégapascal, ça dépend. Bon, moi, chez moi, j'aimerais garder mon module en mégapascal. Et ici, on peut voir qu'on a déjà fixé le nombre maximum d'itérations quant au calcul des valeurs et vecteurs propres, la précision sur la fréquence, la précision sur les vecteurs, et on a même une rubrique où on prend en compte les paliers magnétiques actifs et toute une panoplie de choses. Alors, ici, je ne vais pas me précipiter pour vous parler des paliers magnétiques actifs. Je valide d'abord pour cette étude des bases. Alors, une fois que cela est fait, je rentre encore une fois dans préprocesseur. Je vais choisir les matériaux. Alors, quant aux matériaux, il y a la rubrique numéro du matériau, la désignation. Ici, on va utiliser de l'acier. Vous écrivez acier. Bien sûr, si c'est acier inoxydable, vous pouvez prendre acier inoxydable. Donc, acier inoxydable ou acier doux selon le cas de votre étude. Le module, on sait que pour l'acier, bien sûr, il faut prendre les modules de votre cas. Mais dans mon cas, moi, le module, c'est pratiquement 210 000 mégapascales. La masse volumique, c'est pratiquement 7800. Et si vous allez prendre en compte, par exemple, le cisaillement, vous aurez besoin du module des... Non, pas du module, mais plutôt du coefficient de Poisson, qui traduit pratiquement ce qu'on appelle le couplage entre le cisaillement et la flexion. Bon, on va quand même mettre la valeur, même si dans notre cas, on peut ou ne pas prendre cela en compte, mais du moins, on met directement la valeur. J'enregistre. Une fois que cela est fait, je ferme la rubrique matériaux. Bien sûr, sous hypothèse que, euh, sous hypothèse que le modèle est homogène, ça veut dire qu'on utilise les mêmes matériaux partout. On a aussi l'hypothèse d'isotropie et donc on utilisera les mêmes matériaux pratiquement partout. Juste après ça, je passe à la troisième rubrique qui concerne la description des propriétés géométriques. Premièrement, je vais commencer avec mon arbre. Quant à l'arbre, il faut encore donner quoi ça, le numéro. C'est l'arbre pratiquement numéro 1. Étant donné que le modèle est homogène, c'est-à-dire que, entre guillemets, il n'y a pas de variation de section. Et donc, je vais mettre le même diamètre partout. Au premier nœud, j'ai un diamètre de 0,5. Je prends un diamètre de 0,05. Au deuxième nœud, j'ai un diamètre de 0,05. Il n'y a pas de variation de section. Quant au diamètre intérieur, je mets 0 parce que nous ne sommes pas en présence d'une couronne. C'est tout simplement en solide homogène. Alors, juste après ça, je vais dans la liste des matériaux. Je déroule, puis je valide directement les propriétés mécano-géométriques apparaissent. J'enregistre, puis je ferme. Je rentre toujours dans pré-processeur. Je vais maintenant prendre l'élément disque. Je clique toujours. Le numéro, c'est toujours 1. On a qu'un seul élément disque, un élément arbre. Quant au diamètre extérieur du disque, je vais prendre 0,09.
Et le diamètre intérieur du disque, c'est le diamètre extérieur des laves. Je prends 0,05. Et quant à l'épaisseur, je prends 0,01. Et je vais encore une fois à la liste des matériaux. Je valide le numéro du matériau. Oui, j'enregistre. Le logiciel se charge de faire les calculs de la masse, de la masse, de l'inertie polaire ainsi que diamétrale. Une fois que cela est fait, je ferme encore une fois. Je rentre toujours dans le pré-processeur. Je vais maintenant dans la rubrique support ou palier. Le numéro de mon support, c'est 1 parce que, bon, sur les modèles, on a un support. Il n'est pas dit que parce que le numéro, c'est 1, c'est que forcément, on aura un support. Il peut arriver à ce que vous avez plusieurs supports, mais toutefois, laisser les mêmes numéros, c'est pas grave. Ou quand je dis les mêmes numéros, je fais aussi allusion au même support. Alors ici, je vais utiliser un palier rigide, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déformation. Quand je dis il n'y aura pas de déformation, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre en compte, en fait, les rigidités de mon palier. Et donc, les rigidités sont égales à 0 ainsi que les amortissements. Je valide. Oui, je vais faire. Alors, euh, sur mon modèle, il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas d'éléments supplémentaires, il n'y a pas d'attraction magnétique, ni de palier variable, y compris des paliers magnétiques actifs. Et donc, je vais directement passer à la modélisation de mon rotor. Ici, on va commencer par décrire les nœuds. Alors, c'est un modèle très basique ou un modèle très simple. Je ne vais pas prendre un modèle très compliqué au début parce qu'au fur et à mesure qu'on avancera avec la formation, on passera en revue des modèles plus complexes qui nécessiteront bien sûr d'autres compétences qui seront bien sûr acquises au fur et à mesure qu'on avancera avec la formation. Premièrement, on a les nœuds numéro 1. Le nœud numéro 1 se situe à une position qui est égale à 0 mètre. Le nœud numéro 2 qui prend en compte la longueur des arbres. Notre arbre a une longueur de 1 mètre. Donc, le deuxième nœud se situe à 1 mètre du nœud numéro 1. Et donc, je valide. Oui, je ferme. Donc, mon modèle n'a que 2 nœuds. C'est un modèle basique, bien sûr. Je le répète. Je rentre dans modélisation toujours du rotor. Une fois qu'on a fini la description des nœuds, directement la rubrique de description d'éléments devient valide. Donc, on peut maintenant passer à la description des éléments. On a toujours l'élément numéro 1 qui est notre arbre. Et ici, je précise qu'on n'a qu'un seul élément arbre parce que comme prérequis, pour comprendre un peu ce qui se passe ici, on utilise la méthode des éléments finis. Et donc, la méthode des éléments finis, c'est une méthode nodale, c'est-à-dire vous êtes appelé à chaque fois à utiliser des éléments qui ont des nœuds. Et un élément arbre a pratiquement 2 nœuds. Et ici, étant donné que nous sommes en flexion, j'en profite pour un peu dire quelque chose, c'est que chaque nœud a au moins 4 degrés de liberté, parce qu'ici, il y a aussi la notion des degrés de liberté qui entre en compte. Mais je suppose que ce n'est pas votre première fois d'entendre parler de la méthode des éléments finis, parce que bon, il y a toute une panoplie d'informations dessus. Et je sais pas, vous renseigner afin de vous équiper des compétences nécessaires. Alors, l'élément A commence à partir du premier nœud jusqu'au deuxième nœud. Et donc, je mets au premier nœud 1, au deuxième nœud 2. Et je clique sur arbre pour valider mes paramètres mécano-géométriques. Après, je l'ajoute. Oui, je vais encore une fois dans la rubrique numéro d'éléments
j'ai écrit 2, je change d'élément, je n'ai plus l'élément A, maintenant j'ai un élément disque. Et donc, un élément disque est modélisé comme étant un nœud et selon le cas, dans notre cas, en flexion, c'est 4 degrés de liberté, mais en général, ça prend pratiquement les 6 degrés de liberté spatiale. Alors, ici, le disque se trouve au deuxième nœud, c'est-à-dire j'ai un volant d'inertie, j'ai un élément arbre, il y a 2 nœuds. Au premier nœud, il y a un palier. Au deuxième nœud, il y a un disque. OK? Et je vais appuyer sur disque pour valider les propriétés mécano-géométriques. Puis, j'ajoute encore l'élément disque. Je vais encore dans la rubrique numéro d'éléments. Je change, je mets 3. Le troisième élément, c'est un élément palier. Et donc, l'élément palier est modélisé aussi comme étant un nœud ayant toujours 4 degrés de liberté en flexion. Mais le logiciel Rotoris prend en compte l'utilisation des capteurs. Et donc, l'élément palier est modélisé comme étant un élément ayant 2 nœuds où les premiers nœuds concernent pratiquement l'emplacement du palier. Le deuxième nœud, ça concerne pratiquement l'emplacement de votre capteur. Et donc, je vais changer ici. Je vais écrire 1 pour dire c'est au premier nœud qu'il y a mon palier et je place aussi mon capteur toujours au premier nœud. Je vais sur palier, je clique, oui, je valide les propriétés mécaniques, oui, j'ajoute. Avec ça, j'ai fini de mettre en place mon modèle de volant d'inertie. Il ne reste plus que les conditions limites. Alors ici, je saute la rubrique amortissement modaux parce que ce sont des amortissements qu'on utilise pour amortir les modes des vibrations des structures. Je vais directement sur les conditions limites. Ici, je n'ai qu'un seul palier et donc je vais écrire le numéro du nœud où je vais appliquer ces conditions limites. J'applique ces conditions au nœud numéro 1 parce que c'est là où il y a mon palier et je bloque tout ce qu'il y a comme déplacement. Et ici, on a 2 rotations et 2 translations. Alors, j'enregistre encore une fois, puis je ferme. Et là, on peut passer à la dernière rubrique qui consiste à générer les fichiers des données de notre modèle. Alors, je clique sur générer les fichiers données. Ici, on vous demande de couper votre modèle au maxi en utilisant des éléments qui sont, je sais pas, d'une longueur X et au maximum, vous pouvez aussi utiliser des éléments qui ont une longueur Y. Ça dépend parce que c'est pas qu'on doit couper forcément tous les éléments euh, en utilisant la même taille. Non, on peut les couper en utilisant des tailles différentes. Le logiciel fera lui-même les calculs ainsi que l'assemblage des matrices. Alors, bon, je laisse seulement ça comme ça, mais au fur et à mesure qu'on avancera avec les cours, on passera en revue tout ça en détail. Question de connaître l'importance de chaque paramètre. Alors, je clique sur OK. Mon fichier donné est généré. Je clique encore une fois sur OK. Une fois que la rubrique pré-processeur est finie, la troisième rubrique consiste à visualiser les modèles en question parce qu'on ne trace pas les modèles virtuels. Bon, quand je dis virtuellement, ça veut dire où vous ne voyez pas le modèle, mais vous devez voir si c'est ce que vous aviez entré comme paramètre, c'est ça qui vous a réellement donné les modèles que vous vouliez. Alors, je vais dans visualisation, puis je clique sur géométrie du rotor.
Et vous voyez très clairement que j'ai un arc qui a à son extrémité un disque. Et je peux aussi cliquer les modèles éléments finis. Je rentre toujours dans visualisation. Je clique modèle élément fini. Je valide. Et vous pouvez voir comment ce que les modèles éléments finis apparaissent. Et ici, on a utilisé des éléments de même taille. On a coupé notre modèle d'arbre en 3 éléments finis qui ont pratiquement, entre guillemets, ces 3 éléments, ça veut dire 4 nœuds. Et donc, merci pour votre attention soutenue.